Douce France vous emmène aujourd'hui en Bourgogne, symbole d'un certain art de vivre à la française. Assurément une région où il fait bon vivre. En plein cœur du Morvan, Nathalie nous fera découvrir les bienfaits du lait de ses juments de Mérins. Puis séance casse-tête japonais et expérience sonore avec Olivier et ses curieux empilements de bois. Dans les Hautes-Côtes de nuit, Isabelle et Sylvain nous offriront le fruit rouge de leur travail et le secret de leur liberté. Au détour du canal du Nivernais, Evelyne nous expliquera qu'être éclusière, ce n'est pas qu'une histoire de manivelle. Ça va ? Étape sacrée à l'abbaye de Fontenay, avec François, dépositaire du lieu. Qui dit Bourgogne, dit vignoble, bien évidemment. Au château de Ratilly, en Puisaye, la culture fait partie des murs. Juste à côté, à Guédelon, on construit un château comme au XIIIe siècle. Enfin, dernier tour de piste sur le circuit de Manicourt. Au sud du département de la Saône-et-Loire, le Brionnais est le berceau de l'une des races bovines les plus célèbres du monde, la charolaise. Semur en Brionnais est la ravissante capitale de ce petit pays de Bourgogne, tout en bocage et vallonnement. Cette terre riche et humide offre aux éleveurs d'excellentes prairies d'embouches, où les vaches charolaises peuvent brouter jusqu'à satiété. Chez Gérard, éleveur de poids lourds à 4 pattes, la satiété n'est pas à 20 mots. Donc avec un animal comme ça, ça devrait être le top. C'est ce qu'on recherche dans l'élevage. Avec de belles bêtes, avoir la perfection. C'est mon père qui a monté l'élevage. Après, moi, on était passionné par la sélection, par ces beaux animaux qui sont très rustiques, qui ont un port de viande exceptionnel. On s'est dit, il faut qu'on poursuive la sélection. De tels mastodontes ne s'obtiennent pas en claquant des doigts. Il faut du temps, du savoir-faire, une grosse dose de passion et d'amour. Ça fait du bien, hein ? Oui, ça fait du bien. Hein. Voilà, la sélection. Alors ça, c'est un grand mot. On croise les animaux, c'est-à-dire qu'on achète un animal mâle, qu'on croise sur les femelles. On essaye soit d'augmenter son format, soit d'augmenter la viande sur l'animal. Le but, c'est quand même de sélectionner sur la viande parce que c'est ce qui est demandé par le consommateur. Dans la région, Gérard est considéré comme l'un des meilleurs reproducteurs d'étalons charolais. Les murs de la ferme, couverts des plaques remportées lors des concours, en témoignent. Il a entre les mains un élevage de champions. Mais Gérard reste modeste. Un élevage de champions, non, on est champion chez nous, parce que on croit qu'on est les meilleurs quand on est là, mais quand on va dans les concours, c'est une compétition, hein, on ne gagne pas tout le temps. Et puis il faut respecter quand on est battu, puis voilà. Doucement, là, allez, pose-toi, stop, stop, voilà. Là, il est très bien. Parce que bon, le jour du concours, c'est un peu comme les chevaux, hein, on les fait déplacer, c'est l'allure de l'animal qui définit aussi un petit peu son avenir. Un jeune mâle qui se déplace très bien, c'est un animal qui va bien faire la monte dans les élevages. Alors tout ça, c'est le jury qui doit un petit peu définir tous ces critères. Là, chut. Bon, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en ressort des caractères de ce veau.
Bon, vous avez déjà un veau avec un beau naseau qui va lui servir à couper l'herbe. Hein. De toute façon, c'est la barre de coupe, c'est ça qu'on appelle ça dans le bœuf. Hein. C'est les animaux sans cornes, avec la méthode dans les stabulations libres, c'est-à-dire les animaux en liberté, pour pas qu'elles se battent et qu'elles se blessent. Alors après, c'est un animal qui est assez long. Plus il a de longueur, plus il aura de la viande, hein, avec une largeur importante. Ça, c'est ce qu'on appelle le filet, donc l'aloyo. L'aloyo, c'est encore un autre nom, mais... Et c'est le meilleur morceau du bœuf, très prisé par les bouchers. Donc l'arrondi de culotte, c'est la largeur du bassin, du trochanter. Pour faire des femelles qui fassent des veaux, il faut qu'elles aient des bassins très larges. Donc plus il y a de la viande là-dessus, meilleur c'est. Vous avez un bon jarret aussi là, pour porter toute cette viande. Donc on a aussi des petits détails comme ça, quand on achète des animaux, on regarde un petit peu la longueur de la queue. Normalement, plus la queue est longue, plus l'animal devrait grossir. Des petits détails qui nous ont été apportés par nos ancêtres. Niché au cœur du Mâconnais, le vignoble de Pouilly-Fuissé est l'une des grandes appellations de Bourgogne. Outre ses pieds de vigne, le Mâconnais porte encore de très belles forteresses, comme celle de Berzé-le-Châtel, la plus grande et la mieux conservée de Bourgogne. Ou encore le petit village médiéval de Brancion, préservé dans son état d'origine grâce à l'opiniâtreté de ses habitants. À quelques kilomètres de Mâcon, la roche de Solutré est incontestablement la star locale et un site préhistorique de tout premier ordre. Sa voisine, la roche de Vergisson, domine le village qui lui a donné son nom. Toutes deux proviennent de massifs coralliens fossilisés apparus il y a 160 millions d'années. Le poète Lamartine voyait en elles deux navires pétrifiés surplombant une mer de vignes. Et ce matin, dans les vignes de Roger, il y a foule. Ouais, on commence. 2 d'en haut, 2 d'en bas sur les 5 premiers rangs. Jamais. Je préfère que vous veniez vers moi, comme ça je me place. Non, pas tous. Le Pouilly-Fuissé, c'est essentiellement du blanc. Je ne connais pas de Pouilly-Fuissé rouge et ça m'étonnerait que ça existe. Du blanc, alors, le Pouilly-Fuissé est un vin qui accompagne avec merveille tout ce qui est poisson, d'eau de cendre à l'unilatéral, bar, bon crustacés, langoustes, homards, mais aussi les viandes blanches. Allez. Je vais attaquer après les vendanges. Petit régime, de temps en temps, ça fait pas de mal. Ça permet après de faire un petit peu d'excès d'abus. Les rognons de veau aussi. Les rognons de veau, les riz de veau, c'est superbe. Et puis alors, un truc qui va bien aussi, avec lequel le vin s'accorde bien, c'est un bon poulet de Bresse à la crème, avec quelques morilles, un Pouilly-Fuissé de 3-4 ans, ça va super. Dans les vendanges, c'est pas la période pour faire des régimes, parce que ce sont des casse-croûtes, eh bien, faut faire gaffe quand même. Super. Et ensuite, si vous en reste encore un petit peu dans le fond de votre bouteille, vous pouvez toujours en déboucher une autre pour les fromages de chèvre. Inégalable. On a sacrifié des très très grandes bouteilles de rouge sur les fromages. Aujourd'hui, on en revient un petit peu. On se dit qu'avec certains fromages, le blanc, c'est quand même ce qui va le mieux. Un petit peu d'excès d'abus. Notre prochaine étape nous emmène au Triple Galop dans le Morvan, au pied du mont Beuvray. Le temps de survoler l'ancienne ville romaine d'Autun,
l'une des portes d'entrée du parc naturel régional du Morvan. Et nous voici arrivés au quart du bois. Domaine réservé d'un surprenant élevage. Les chevaux de Mérins sont en effet pyrénéens. Leur présence ici est le résultat d'une aventure audacieuse, entamée il y a 7 ans par Nathalie et son mari Xavier. Un changement de vie radical qui aujourd'hui leur apporte toute satisfaction. Alors on recommence. Moi j'étais dans l'enseignement et lui était à l'origine charpentier de métier. Et on a eu envie tous les deux de se poser dans un cadre superbe et d'essayer d'en vivre. Et donc Xavier avait dans l'idée de faire du lait de jument depuis pas mal d'années. J'ai dit pourquoi pas et on est parti dans l'aventure. Alors une des difficultés qu'on a eues au départ, c'est se faire un peu accepter des voisins agriculteurs. Parce que c'est vrai qu'on est passé un peu pour des allumés. Allez, on en fait un recul. Et ensuite, quelque part, pour eux, on leur prenait un morceau de terrain. Et puis, petit à petit, ils ont vu qu'on savait s'occuper des prés, que les chevaux étaient pas malheureux et que finalement, au bout de plusieurs années, on tenait toujours. Donc, on a réussi à se faire accepter des voisins. L'idée de produire du lait de jument, le couple l'a eue au retour d'un voyage en Autriche, il y a plus de 20 ans. Xavier et Nathalie ont choisi les Mérins des Pyrénées pour se démarquer localement et pour travailler une race rustique et polyvalente. De juillet à octobre, c'est la période de la traite. Toutes les 2 heures, soit 4 fois par jour, il faut récolter le précieux lait. 1 litre seulement à chaque fois. Donc elle donne en 2 parties les juments. Il y a une première partie qu'on peut pratiquement boire à la main, voilà. Et là maintenant elle donne la deuxième. Beaucoup plus d'un coup. Et la deuxième on l'a que si elles ont décidé de la donner. Quand on a commencé, on s'est dit ça ne doit pas être très compliqué. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école pour apprendre, donc il a fallu se débrouiller un peu tout seul. Et on a mis 3 semaines pour avoir une cuillère à café de lait. Donc là, c'était un peu, on s'est posé pas mal de questions. Et puis on s'est dit, après tout, on a une cuillère à café, on va continuer. Et petit à petit, on a réussi à avoir, avec l'aide des poulains, parce que là, par contre, il fallait toujours les poulains pour chaque jument. Les poulains nous ont aidés et au bout d'un moment, on a réussi à avoir pratiquement 1 litre à chaque traite. Le lait récolté est immédiatement surgelé dans le petit laboratoire de la ferme. Il sera ensuite transformé en cosmétique ou vendu à consommer cru ou lyophilisé. Les bienfaits du lait de jument sont nombreux et connus depuis l'Antiquité. L'élevage et le domaine sont entièrement conduits en agriculture biologique. Un choix environnemental, un choix de vie tout court. Le fait qu'on ait besoin d'une vraie relation avec les juments fait que ça ne pourra jamais être une production industrialisée parce que ce n'est pas à souhaiter, puisque les bienfaits du lait de jument viennent aussi du fait que les juments ne sont pas stressés, sont dans un environnement calme et du coup ça se ressent sur la vie en général. Donc on organise son temps comme on veut, la vie est belle. Au sommet du mont Beuvray, nos ancêtres les Gaulois nous contemplent. Au IIe et au 1er siècle avant Jésus-Christ, Bibracte fut la capitale d'une puissante tribu celte, les Éduins. C'est aujourd'hui un site archéologique de premier ordre pour la compréhension de la civilisation gauloise et celtique.
De très nombreux chantiers de fouilles se déroulent l'été à Bibracte. De jeunes archéologues venus de toute l'Europe y poursuivent un patient travail de mise au jour des vestiges enfouis depuis 2000 ans sous la forêt. Des étudiants de l'Université de Bologne effectuent les relevés stratigraphiques d'un des anciens quartiers de la ville. Ok. 101. Ok. 58. Ok. 56. Cette analyse des différentes strates du sol est fondamentale pour retracer l'histoire d'un site. 67. Ok. En parallèle, des fouilleurs belges recherchent les traces de l'occupation gauloise. Pas sûr qu'ils trouvent leur bonheur. Mais si on trouve aussi des choses, c'est pas seulement des cailloux. Donc voilà, ici, un bout d'amphore. Donc elle contenait du vin. Et les Gaulois aimaient beaucoup le vin. Et donc ils ont consommé apparemment des quantités. On sait que ces amphores venaient de Toscane parce qu'on a des marques sur certaines amphores entières qu'on a qui sont reliées avec une ville en Toscane, avec certains producteurs qui sont originaires de Toscane. Et apparemment, la majeure partie, en tout cas, de ces amphores viennent de cette région. Avec les années, les fouilles livrent toujours plus de vestiges. Mais au cœur de la montagne du Beuvray, Bibracte garde encore bien des secrets. Le Morvan est un véritable château d'eau. Sur le lit de certaines rivières, l'homme a créé des étangs et de grands lacs, comme celui de Chaumson. Leur origine provient de l'activité de flottage du bois entamée au XVIIe siècle. Paris avait alors grand besoin de se chauffer. Aujourd'hui, le bois ne flotte plus sur l'Yonne et la Seine, comme jusque dans les années 20. Mais le Morvan reste le premier producteur français de sapins de Noël. Dans le calme et le secret des bois morvandiaux, éclosent parfois de curieuses constructions. Elles sont l'œuvre d'Olivier, un étonnant génie de la forêt, un woodstaker, celui qui empile le bois. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Si vous pouvez le savoir. Est-ce que cet objet doit spécialement avoir une fonction? Je ne sais pas. La fonction pour moi, ça serait quand on arrive dedans, on fait « Ah ». Parce que ça... On arrête de penser. Oui, ça c'est ce que j'aimerais. Ça serait le plus beau compliment. Au risque de détruire la poésie de cette structure, c'est un objet qui est entièrement conçu mathématiquement et donc par ordinateur au départ. Et les calculs, en fait, il y a un passage à cette réflexion de se dire ce jeu mathématique, ce casse-tête japonais, qui est de se dire comment je peux couvrir un espace finalement le plus rapidement possible. En fait, peut-être le jeu il est là, cette espèce d'économie de matériaux qui permet de fermer l'espace le plus rapidement possible. Physicien, architecte et ingénieur, Olivier est d'abord tombé amoureux de ce petit coin du Morvan, où il s'est installé à temps partiel. Puis il a laissé libre cours à ses jeux d'empilement, sans clous ni fixation d'aucune sorte. Entre huttes primitives et folies de jardin, les créations d'Olivier l'ont amené à un travail sur l'acoustique, qu'il poursuit avec son ami Brian, un spécialiste en la matière, et son épouse Ursula. Est-ce que je savais qu'il y aurait des étrangetés sonores dans cette structure?
Oui, bien sûr. Non, en réalité, c'est une grosse surprise. L'objet est étrange et comme il n'a pas de fin en soi, on essaie de lui trouver son sens et cette approche, elle est longue. Donc c'est un processus voilà, c'est en train de se faire. Et voilà, me voilà piégé par cet objet qui m'attrape et qui ne me lâche pas. C'est un objet qui me poursuit et que je poursuis. Si la légendaire Côte d'Or est l'un des paysages emblématiques de Bourgogne, celui des hautes côtes qui la surplombent vaut largement le détour. Il s'y niche des châteaux de contes de fées, à l'image de la Roche-Pau. Sa fabuleuse toiture de tuiles vernissées n'a presque rien à envier à celle des Hospices de Beaune. Qui soupçonnerait la présence des spectaculaires falaises du cirque du bout du monde? Le vignoble des Hautes-Côtes bénéficie d'une appellation à part entière en Bourgogne, certes moins prestigieuse que les grands crus des côtes de Beaune et de Nuits-Saint-Georges. À Conqueur, comme partout dans l'arrière-côte, on fait du vin. Mais au début du XIXe siècle, une autre culture est venue concurrencer la vigne. C'est aujourd'hui une véritable tradition. Bienvenue chez Isabelle et Sylvain, au royaume du cassis et des petits fruits rouges. Ce qu'il faut bien comprendre dans les Hautes-Côtes, c'est que le cassis fait vraiment partie de la vie des habitants, à tel point que Sylvain il doit certainement avoir du cassis qui lui coule dans les veines. Et c'est vraiment une tradition de génération en génération. On a toujours eu des cassis dans nos jardins et forcément on a toujours transformé le cassis, que ce soit en confiture ou en boisson. Sur 7 hectares, Isabelle et Sylvain exploitent le cassis, le fameux noir de Bourgogne, indispensable à la fabrication de la crème. Framboises, fraises, cerises et groseilles viennent compléter la récolte. Artisanale, la ferme Fruits Rouges se démarque dans le petit monde du cassis bourguignon, largement dominé par les grands liquoristes. Dans le monde agricole, on n'a pas l'habitude que les paysans se débrouillent tout seuls. C'est-à-dire que vous avez toujours les producteurs, les industriels qui vont après acheter la matière première et après, bien souvent, d'autres personnes qui vont la revendre. Nous, on va cumuler les trois métiers, la production, la transformation et la revente. Et nous, on a pris notre destinée en main. C'est-à-dire qu'avec Isabelle, je pense qu'on s'est libéré de tous ces carcans-là pour justement vivre plus librement, dans le sens où on travaille, on fournit le fruit rouge de notre travail pour vivre tous les jours. Ici, on fait donc tout, et tout à la main. Pour nos deux toqués du fruit, c'est une volonté assumée. Ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui avec Isabelle, c'est un choix de vie. C'est-à-dire que la vie qu'on a choisie là ne nous est pas imposée et nous est imposée par personne. C'est un véritable moment où on s'est posé, où on a dit
Voilà, moi, je me souviens bien, Isabelle, je lui ai proposé, je lui ai dit, moi, de ma vie, j'ai envie d'en faire ça. Et si tu veux, tu peux venir, quoi. Et voilà, et elle, à ce moment-là, elle a répondu positivement. Et c'est donc vraiment ce choix-là qui fait aussi que, finalement, je crois qu'il y a beaucoup plus de choses positives que de désagréments dans notre vie quotidienne. C'est ça ? C'est ça. La recette du bonheur ? Peut-être bien. En attendant, quelle est la recette pour confectionner la Rolls-Royce des confitures ? On est en train de pocher les fruits parce qu'ils sortent de surgélation, qui nous permettent de stocker notre fruit toute l'année pour fabriquer des confitures en petite quantité et pour ne pas utiliser de pectine, de gélifiant et de choses comme ça. Et puis surtout avoir toujours des produits bien frais à la vente. Et puis en même temps une maîtrise des stocks et puis du temps de travail, tout simplement. Puisque nous ici à la ferme Fruits Rouges, on a 13 hectares en tout de petits fruits rouges. Et ça nous ferait beaucoup trop de travail au moment de la récolte. Isabelle et Sylvain s'efforcent de rester toujours créatifs et d'inventer de nouveaux produits originaux qui régaleront le palais. Et le fait de vendre aussi à la ferme, on a un autre rapport avec notre clientèle. Donc on est vraiment plus dans un échange de recettes, de produits, même si bien sûr il y a un acte financier. Et ça, c'est une liberté qui est géniale parce qu'on choisit notre vie, la façon de vendre nos produits, je dirais presque même nos clients, puisque les gens qui font la démarche de venir ici, quelque part, ils nous ressemblent. Donc c'est des rencontres. Surplombant le canal de Bourgogne, le village de Châteauneuf et sa forteresse s'invitent dans le paysage comme un refuge hors du temps. Changement de canal. Nous partons à la découverte de celui du Nivernais, l'un des plus beaux de France et peut-être même d'Europe. L'étang de Baille est la porte d'entrée d'un des musts de cette ravissante voie d'eau. Les voûtes de la Collencelle, une succession de tunnels fondus dans une végétation luxuriante. Peu après la sortie des voûtes, commence l'échelle de Sardy, qui ne compte pas moins de 16 écluses sur seulement 3 petits kilomètres. Patience exigée. Le charme du Nivernais tient au paysage changeant qu'il offre à chaque détour, mais aussi à ses écluses qui résistent à l'automatisation. La maison éclusière numéro 24, c'est celle d'Evelyne, une éclusière pas comme les autres. Chaque matin, je me lève, je fais le tour de la maison, je me balade un peu partout et je me dis, bon sang, mais quel change j'ai le site, j'ai tout, les fleurs, le canal, l'eau, j'ai une chance extraordinaire que d'autres n'ont pas. Le fleurissement d'écluses est un art dans lequel Evelyne est passée maître et qui lui a d'ailleurs valu de nombreux prix.
Cette passion des fleurs, je ne dirais pas que c'était inné en fait. Elle est née comme ça, j'ai commencé petit. Et au fil des années, on va dire que le patrimoine floral s'est agrandi et de plus en plus, avec de plus en plus de variétés. Maintenant, je suis, on va dire, comment dirais-je, je suis accro. Voilà 37 ans qu'Evelyne est l'âme de ce petit coin du canal. Outre le maniement de la manivelle, c'est celui des langues étrangères qu'elle a dû apprendre. L'Europe des plaisanciers défile chaque été le long de son bief. Allemands, Anglais, Hollandais et maintenant Russes et Israéliens viennent nombreux chercher le plaisir du temps suspendu au fil de l'eau. Les Français eux-mêmes commencent à découvrir le Nivernais et tout le monde en redemande. Il me semble qu'il est impossible d'être éclusier ou de devenir éclusier sans passion. Le métier d'éclusier, c'est un métier qui peut-être fera un jour partie du folklore, c'est vrai, mais qui doit derrière, c'est quelqu'un qui doit être présent, accueillant, avoir beaucoup de connaissances, avoir une culture pour pouvoir la donner et pour pouvoir l'expliquer à tous ces gens qui passent ici et qui sont très demandeurs. Parce que les gens ne se contentent pas du fonctionnement de l'écluse, ils veulent voir tout ce qu'il y a autour et un peu comprendre. Mon métier, c'est une véritable passion. Je dirais, je suis tombée amoureuse du canal du Nivernais quelques années après être arrivée ici. Ça a été pas un coup de foudre immédiat, mais aujourd'hui, c'est un véritable amour profond du fond du cœur. Je le dis toujours, je le dis à tout le monde. Je ne sais pas si les gens sont prêts à comprendre cela. C'est difficile, voilà. C'est entre le canal du Nivernais et moi, c'est une longue histoire d'amour. Bonjour, ça va? Ça s'est bien passé? Bonjour Annie, ça va bien? Oui, c'était très très bien. C'était très bien? C'est le clou de notre canal, on va dire. Bonjour monsieur, dame, ça va bien? Eh, ça va? Eh ben, on a le droit au cordage et tout. Vous avez les honneurs. Et puis ben, on discutera un petit peu pour voir quand on se fait un petit apéro. Allez, merci. À tout à l'heure. Je pratique cet entretien du plateau 2 fois par semaine. Je remets donc à niveau tous les gravillons. Je voudrais bien qu'on puisse dire sur le canal du Nivernais, on y vient, on y revient et on s'en souvient. Retour dans le département de la Côte d'Or, plus précisément dans l'Auxois, riche d'un patrimoine bâti exceptionnel. Le château de Marigny-le-Caouet, rénové au XIXe siècle, est lui aussi un exemple remarquable de l'utilisation de la tuile vernissée de Bourgogne. À 2 pas, sur un éperon de granit rose, la petite cité médiévale de Semur-en-Auxois émerge d'une boucle de l'Armançon avec ses vieilles maisons, ses tours et ses remparts. Mais dans l'écrin d'un vallon admirablement préservé, le joyau de l'Auxois, c'est elle. Fontenay. Un rêve d'abbaye cistercienne
où François, son actuel propriétaire, a grandi. Je crois que j'ai passé une enfance merveilleuse ici. Pour moi, Fontenay, c'était un vieux monument. On me disait qu'il y avait des moines auparavant. Mais je crois que c'était avant tout un fantastique terrain de jeu. Fondée en 1118, l'abbaye est l'un des plus anciens monastères cisterciens d'Europe et un chef-d'œuvre de l'architecture romane qui a heureusement traversé les siècles sans grand dommage. Car comme beaucoup de biens religieux, l'abbaye a été vendue au lendemain de la Révolution française et affectée à des fins moins spirituelles. Fontenay, au XIXe siècle, on a du mal à l'imaginer, était une usine, une papeterie, la papeterie des Montgolfiers, les descendants des inventeurs des ballons. Et mon arrière-arrière-grand-père, Édouard Hénard, décide de racheter l'abbaye et l'usine à sa belle famille, aux Montgolfiers. Il a eu une espèce de coup de foudre pour le lieu. Il s'est dit, voilà, on va démolir la papeterie et on va retrouver vraiment l'origine. Il disait qu'il voulait extraire Fontenay de sa gangue industrielle. Et c'est exactement ce qui a été fait. Quand on s'occupe de ce lieu, on ne se sent pas vraiment propriétaire. Mon ancêtre disait que la famille était dépositaire. On se sent propriétaire, en revanche, de tout le travail qu'on y a mis. Ça oui, on est très content de s'occuper nous-mêmes de cette gestion, de voir le public heureux, de croiser parfois des visiteurs qui remercient vraiment directement ma famille pour tout ce qu'on fait. Au sud du département de l'Yonne, Noyers-sur-Serein fait partie des plus beaux villages de France, et à juste titre. Près de 80 bâtiments y sont classés monuments historiques. Noyers conserve de superbes maisons à pans de bois des 15e et 16e siècles qui n'ont quasiment pas changé depuis la Renaissance. Un véritable décor de cinéma, qui a d'ailleurs été celui de nombreux longs métrages. À quelques kilomètres de Chablis et de son vignoble mondialement réputé, celui d'Irancy compose un paysage d'une grande douceur. Moins célèbre que son voisin, il ne s'étend que sur un peu plus de 300 hectares, ne tirant que des vins rouges dont certains sont recherchés des connaisseurs. Si l'encépagement fait la part belle au pinot noir, les viticulteurs d'Irancy sont les seuls en France à encore utiliser le cépage César, hérité des Romains. À présent, direction La Puisaye, région marquée par une vieille tradition potière. Cette tradition a trouvé un lieu d'expression unique, le vieux château de Ratilly, un petit bijou d'architecture ravivé dans les années 50 par Jeanne et Norbert Pierlot, qui l'ont peu à peu transformé en centre d'art. Ratilly est aussi une demeure familiale, où ont grandi leurs 5 enfants. L'atelier de grès de Ratilly a largement participé au renouveau de la céramique contemporaine. Il continue de produire des milliers de pièces chaque année de style utilitaire.
Claire, la Benjamine de la fratrie, est revenue vivre près du château pour s'en occuper. L'âme de Ratilly, c'est d'abord un lieu qui est quand même magique. Ces vieilles pierres là qui ont presque 1000 ans, qui ont vu la guerre de 100 ans. Ça a été un refuge de huguenots aussi. Il y a eu les jansénistes qui s'étaient réfugiés là. Enfin, ça a été assez agité pendant toute une période. Donc tout ça, on le sent dans les pierres. Et à la Renaissance, c'est devenu plutôt un château d'apparat. Et c'est là qu'ils ont fait toutes les ouvertures, les cheminées, le petit lanterneau là qui est un peu anachronique. Il y a ce calme, il y a une énergie aussi qui se dégage. Et puis... une envie de préserver ce lieu. Enfin, les gens s'attachent très rapidement à Ratilly, même quand ils ne le connaissent pas et qu'ils ne connaissent pas toute l'histoire. Et ça, je le vois vraiment quand j'accueille les gens. Si la poterie a été la grande histoire de leur vie, les parents de Claire étaient des amoureux fous de musique et d'expérimentations artistiques. Ratilly a très tôt résonné au son d'innombrables concerts. Claire et ses frères et sœurs ont tous reçu une éducation musicale poussée. Jean, lui, est devenu un percussionniste et un compositeur de renom. Désormais, il s'occupe de la programmation musicale du château. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait le lien avec l'activité poterie de Ratilly parce qu'il a eu l'idée de fabriquer ce zarb iranien qui à la base est en bois et de le faire en terre. Et en fait, il s'est rendu compte que ça a un très beau son. Et puis après, Jean a eu l'idée de faire d'autres instruments, notamment des instruments qu'on appelle udus, qui sont africains. À Ratilly, la terre est encore préparée à l'ancienne et nettoyée dans la vieille machine. C'est l'ocre dont la puisée regorge qui donne à l'argile cette belle couleur brune. Ratilly a toujours été un lieu d'accueil et de formation, tant pour la poterie que pour le chant ou la pratique instrumentale. 3000 personnes y ont déjà séjourné. C'est aussi un lieu d'exposition de peinture et de sculpture. Un lieu d'ouverture. À l'instar du luth et de la flûte japonaise, Ratilly invite à un voyage serein et étonnant, à la rencontre d'horizons créatifs, proches ou lointains. Ratilly n'inspire pas seulement les artistes. Les plans de masse de l'édifice ont grandement intéressé les architectes d'un chantier complètement fou, installé depuis 1997 à quelques kilomètres. Bienvenue au futur château de Guédelon. Une aventure archéologique unique en son genre, un projet visionnaire et scientifique que Marilyn, la directrice du chantier, porte avec passion depuis l'origine. Le principe de base de Guédelon, c'est de construire un château du premier tiers du XIIIe siècle, de se mettre en situation d'archéologie expérimentale. C'est-à-dire, on est parti d'un site sauvage, un paysage de l'an 1000, et à partir du bois, de la pierre, des sables qu'on va trouver sur ce site, on va bâtir de toutes pièces un château fort. On se met vraiment en situation, il y a vraiment un scénario, et donc à partir de la nature, on va transformer
abattre un arbre, l'équarrir, et ça va devenir une pièce de charpente. C'est bon, tu peux y aller. L'originalité de Guédelon tient notamment au fait que les œuvriers n'ont recours pour construire le château qu'aux techniques et aux outils alors en vigueur au XIIIe siècle. Mais ce n'est pas la seule difficulté. Dans cette aventure qu'est Guédelon, il y a au départ les plans de masse, et puis chaque année, un travail de recherche, un travail qui va permettre au château de construire. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de calé à 100% au démarrage, et donc chaque année, on règle les problèmes qu'on va rencontrer. C'est à chaque fois des scoops archéologiques et architecturaux. On enlève les freins. Roulez. Guédelon compte aujourd'hui 35 ouvriers. À eux tous, ils forment un véritable conservatoire d'une douzaine d'anciens métiers. Compte tenu de leurs contraintes, la coordination entre les différents corps est primordiale. Et il faut souvent travailler en flux tendu. Mais à partir des matériaux et des choix architecturaux qu'ils induisent, le chantier raconte une histoire unique. L'aventure de Guédelon, elle apporte des informations qui ne sont pas écrites dans une thèse. Il y a quand même, à un moment, l'intervention de l'homme. Donc il y a tout un tas de choses qui se passent ici qui ne sont pas écrites dans les livres. Mais nous, on a le chaînon manquant en archéologie expérimentale, c'est les ouvriers qui travaillent. L'aventure de Guédelon attire aujourd'hui 350 000 visiteurs chaque année qui viennent partager les problématiques des bâtisseurs, sans parler des bénévoles. Tout ce qu'on fait ici, on met le nez dans l'aventure des bâtisseurs médiévaux et bien évidemment on finance le chantier par des visiteurs, grands ou petits, qui viennent vivre notre aventure et donc on doit se faire le plus proche d'explications pragmatiques. L'aventure est géniale, c'est-à-dire que c'est pas difficile de raconter une belle histoire, c'est des hommes, des outils et une œuvre d'art qu'est le château. Les idées de dingue, il faut les réaliser, on n'a qu'une vie, rêvons. On rencontre chaque année des gens qui veulent reproduire Guédelon, qui veulent s'inspirer on va dire, d'une méthode qu'on pourrait mettre sur papier. Je ne crois pas à la reproductibilité des projets. Peut-être qu'on peut parler de l'histoire de cette façon-là, mais ça doit être au départ une aventure humaine. Rendez-vous en 2025 pour la pose de la dernière tuile. Autre château de Puisaye, mais celui-ci bien terminé, Saint-Fargeau. C'est d'ailleurs son restaurateur et actuel propriétaire qui a lancé l'aventure de Guédelon. La colline éternelle de Vézelay et sa basilique Sainte-Madeleine constituent le point de départ d'une des 4 routes françaises du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils sont des milliers de marcheurs à s'élancer chaque année de ce sanctuaire. Notre dernier tour de piste bourguignon nous emmène sur le circuit de Manicourt, à quelques kilomètres de Nevers. Ce circuit a accueilli pendant 17 ans le Grand Prix de France de Formule 1. Aujourd'hui s'y déroulent de nombreuses compétitions de moto, comme le Bol d'Or. Le circuit est également ouvert aux compétitions amateurs,
des amateurs qui viennent se la jouer pro le temps d'un week-end. Loin des limitations de vitesse des routes ordinaires, la piste Grand Prix offre aux aficionados ses 4411 mètres de pur plaisir asphalté. Fin de notre virée bourguignonne.